bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'immunité, de fer, d'élixir de jeunesse, de choix alimentaires. Et avant de commencer, je ne sais pas si vous avez déjà tenté ou même juste pensé suivre un régime de type régime cétogène ou toute autre approche comme ça qui coupe les glucides fortement. Euh, Je sais qu'il peut y avoir des résistances par rapport à ça et enfin, surtout quand on pratique la muscu, enfin, on peut se poser la question parce que c'est vrai que ce genre de régime, souvent, c'est fait pour, les personnes alors initialement, c'était juste pour les enfants, qui souffraient d'épilepsie et qui ne répondaient pas, bien au traitement, standard. Mais après ça a été, ils ont remarqué qu'il y avait des propriétés, de perte de poids assez importantes et ils ont essayé de le proposer pour d'autres, je vais dire d'autres pathologies puisque l'obésité en est une, ça a pu fonctionner et cetera. Mais bon bref, quand on fait de la muscu, on a besoin d'énergie, on a besoin de force et cetera et c'est vrai que de se dire de couper les glucides, est-ce que je vais continuer à congestionner? Est-ce que je vais avoir de «l'endurance» entre guillemets musculaire? Et c'est vrai que toutes ces choses-là, bon, ça peut créer des freins. Puis après, il y a autre chose, il peut y avoir la peur du gras, le fait de manger comme ça un petit peu plus de graisse, parce que dans le régime cétogène, on sait qu'il y a plus de graisse. De se dire aussi que, ben, non, mais nous, on peut pas se passer de sucre, que le goût sucré, c'est vraiment quelque chose qui ça nous colle à la peau, on a du mal à s'en détacher et cetera. Et de plus, les 1ers jours, là, je l'écrivais, mais c'est vrai que les premiers jours sont c'est assez brutal quand même, hein, surtout si on n'a pas l'habitude de le faire. Les tout premiers jours, il y a même ce qu'on appelle la grippe cétogène, c'est-à-dire qu'on a des symptômes similaires à une grippe, c'est-à-dire, cette espèce de léthargie un peu fiévreuse, pendant quelques jours et c'est pas agréable. Donc il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui abandonnent à ce moment-là, pensant qu'ils sont pas adaptés. Ils passent pas la tempête en fait, hein. Ils préfèrent faire demi-tour quand la tempête arrive. Puis d'autres qui vont dire: «Ouais, non mais attends, c'est vraiment une diète qui n'est pas du tout compatible avec une vie sociale normale, quand on a des enfants, un mari, une femme, des amis et cetera». Et puis surtout, il y a toujours quelqu'un pour dire que on ne sait pas si c'est pas dangereux à terme pour la santé. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, moi, ça me fait sourire parce que c'est toutes ces résistances-là, c'est vrai que moi aussi, bah, quand je les lis, je me dis: «C'est vrai que ça donne pas envie du tout». Sauf que quand on le fait, moi je l'ai fait, hein, quand je fais des sèches, en général, c'est cette approche-là que j'utilise. Je peux vous garantir qu'en fait, tout ça, on s'en rend pas compte du tout. Déjà la peur du gras, on mange pas, des plaquettes de beurre, hein. C'est juste qu'on comparé à une diète normale de muscu, on n'a plus le regard en permanence sur, le tableau des calories avec les lipides et tout ça. Deuxième chose, cette addiction au sucre, on voit qu'elle diminue énormément quand on réduit les glucides, les sucres et tout ce qui arrive au sucré. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué une chose, c'est que l'addiction, au sucre, enfin ce qu'on appelle le bec sucré, donc l'envie enfin bec sucré, c'est plutôt, certains disent que c'est inné. Moi, je pense que c'est, comportemental, enfin en tout cas, c'est des habitudes. Hem, c'est quelque chose qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que plus on en mange, plus on va être, je vais pas dire addict, parce que ça, c'est le principe de l'addiction, mais plus on pense que ça va être difficile. Sauf que quand on diminue tout de suite comme ça, on se rend compte que finalement le goût sucré ne manque pas, en partie parce qu'on régule sa glycémie et ses sécrétions d'insuline et cetera, c'est plus stable, donc on fait moins d'hyper, et d'hypoglycémie et ça participe grandement au maintien d'un certain comportement raisonnable face au sucre. Après, il y en a qui disent que, comme je disais tout à l'heure, ces premiers jours qui pourraient être brutaux et cetera. Mais ça, c'est pareil, déjà moi j'ai remarqué l'inverse, c'est-à-dire que les premiers jours sont plutôt, l'énergie a plutôt tendance à monter
Il y a une journée, peut-être pendant quelques heures, où la transition, glucides-lipides, enfin glucides, cétone se fait, j'en sais rien, comment je pourrais l'appeler autrement, mais c'est où on se sent légèrement plus fatigué, mais après en fait, on s'en rend plus compte. Bon, les repas entre amis, j'ai envie de vous dire, moi quand je mange entre amis, c'est pas, que ce soit la diète cétogène, la diète méditerranéenne, le jeûne intermittent, tout ce que vous voulez, quand je mange avec des amis, je fais pas de régime. C'est-à-dire que je mange ce qu'il y a sur la table et je m'amuse pas à dire: «Oh, je mange que des prods ou que du». Après on peut le faire si on est en préparation de compète ou autre, mais moi personnellement, je suis pas invité tous les soirs, donc c'est ça qui permet quand même de tenir une diète. Voilà, et si on est invité, 2 soirs par semaine ou qu'on mange avec des amis 2 ou 3 soirs par semaine, notamment le week-end, il reste quand même, 19 repas, enfin 18-19 repas le reste de la semaine pour, faire bien les choses, donc ça suffit largement. Et le «c'est pas bon, c'est dangereux pour la santé», ça me fait toujours sourire parce que c'est une approche alimentaire qui se rapproche beaucoup plus, d'aliments souvent, entre guillemets «naturels», bruts, non transformés que l'alimentation standard occidentale, donc ça me fait toujours sourire, les risques à long terme sur la santé. Mais, ces personnes-là, faut juste leur dire: «Tu sais, peu importe la diète que tu vas avoir, tu vas finir par crever et donc dangereux pour la santé», ils vont bien trouver un jour quelqu'un qui dira: «Ah, il a fait cette diète, il est mort d'un truc, particulier». Enfin, c'est toujours ça le problème, quoi. Il y a il y a il y a des gens qui font la diète méditerranéenne et qui meurent aussi, hein, et pourtant, c'est celle qui est réputée, tenir pour la longévité, enfin bon. Vous trouverez bien aussi une personne qui fait une diète, bonne pour le foie, qui meurt d'une maladie du foie. Donc il y aura toujours des exemples, des contre-exemples et tout, mais c'est souvent des cas isolés et si on me demandait de choisir, et là je pense que vous aussi, si on vous demandait, on vous mettait un pistolet sur la tempe, est-ce que vous préfériez être, une personne qui a suivi une diète cétogène toute sa vie ou une personne qui a suivi une alimentation occidentale typique avec aliments transformés et tout, toute sa vie? Et vous retrouvez là aujourd'hui à 60 ans avec un bilan de santé. Laquelle vous choisissez? Moi, j'ai fait mon choix déjà personnellement. Donc voilà, si ces sujets vous intéressent, parce que là, en fait, toutes ces choses-là, bon, bah, c'est la première chose, mais après moi, je me suis penché, à tout ce qu'il y avait autour de la musculation et de la diète cétogène. Donc est-ce qu'on peut prendre du muscle? Est-ce que c'est plus facile pour perdre du gras? Est-ce qu'on va avoir de la force, de l'énergie et tout ça? Et je tenais vraiment à faire le pour et le contre parce qu'il y en a des petits malins qui s'amusent à dire, «Tiens, quand ils trouvent un régime bien, ils disent: "C'est bien pour tout"». Sauf que c'est pas toujours le cas et notamment pour la diète cétogène et moi, elle a d'énormes avantages, c'est pour ça que je la pratique, hein, de temps en temps, mais il y a aussi des inconvénients qu'il faut connaître, comprendre pour pouvoir contourner, maîtriser, mettre un peu en silence et tout ça. Donc si ça vous intéresse et que la diète cétogène vous intéresse, allez voir, le lien qui se trouve dans les notes de ce podcast. Sinon, le premier sujet que j'avais envie de traiter aujourd'hui avec vous, c'est les changements simples pour un impact profond sur la santé et l'environnement. Donc, c'est un article que vous pourrez retrouver pardon, en lien dans pareil, les notes du podcast, hein, qui s'est basé, sur les est-ce que si on avait des habitudes, X ou Y, est-ce que notre impact sur l'environnement et la santé, prendrait la même courbe? C'est-à-dire que si vous faites des choix sains, est-ce que c'est aussi sain pour l'environnement? Alors, réduction des émissions de carbone et amélioration de la santé, l'étude elle suggère que de simples changements alimentaires, comme par exemple juste si vous prenez du poulet à la place du bœuf, ou tout simplement du lait, ce qu'ils appellent du lait végétal, donc des jus végétaux type lait d'amande, lait d'avoine et tout ça, au lieu du lait de vache, ça pourrait réduire l'empreinte carbone alimentaire moyenne, alors ils disent des Américains, mais on imagine des Européens aussi, hein, de 35 et améliorer la qualité de l'alimentation de 4 à 10. Donc c'est marrant parce que quand on utilise ce genre d'études, 4 à 10 heu, pour des choix, bœuf versus poulet ou lait de vache versus lait végétal, souvent quand on lit, des articles un peu sensationnels, on a l'impression que le lait de vache, le bœuf, tout ça, ça tue, à hauteur de 70 de supplémentaire par rapport au reste. Bref, mais là on voit que c'est différent. Donc là, on voit qu'il y a vraiment ça pourrait suivre. Alors, c'est eux qui disent que c'est des meilleurs choix pour la santé, hein, le bœuf, que le poulet, il faudrait voir quel bœuf, quel poulet et lait de vache, lait végétal, c'est pareil, il faudrait voir quel lait de vache et quel lait végétal, mais
dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que si moi, on me mettait encore une fois un pistolet sur la tempe en me disant: «Tu choisis ta viande pour le reste de tes jours», je me tournerais plutôt vers une viande maigre, heu et sauf si c'est un bœuf maigre nourri à l'herbe, je prendrais le poulet. Après, lait végétal, c'est pareil, le lait végétal, moi je prendrais pas du lait de soja par exemple, je prendrais peut-être du lait d'amande, ou du lait de noix de cajou, des choses comme ça. Mais le lait de vache évidemment, moi de toute façon je bois pas de lait de vache. Sauf, hormis, la protéine en poudre, hein, mais bon, est-ce qu'on peut encore appeler ça du lait de vache puisqu'il on lui a soustrait, parce que celle que je prends c'est pas de la protéine totale, c'est de la protéine de l'isolat de protéines, donc il reste plus que de l'isolat de whey, donc une partie du lait. Donc approche des petits changements, donc les chercheurs croient que cette méthode pourrait encourager, les consommateurs à adopter des petites habitudes alimentaires plus respectueuses, du climat. Donc, est-ce que, alors, ils disent par exemple de vous choisissez, vous allez, chercher un tacos, dans votre, patelin là pour, faire un cheat meal, et ben, vous essayez plutôt de choisir poulet à la place de bœuf, ça permettrait de réduire à long terme, les problématiques, mais ça c'est aussi la glace que vous n'achèterez pas ou le milkshake que vous n'achèterez pas, quoi. Alors les plus grandes réductions projetées, d'émissions concernent les plats mixtes comme les burritos, les pâtes, où il est facile de substituer une protéine à faible impact à la place du bœuf. Alors moi, j'ai envie de dire un truc beaucoup plus rapide, d'arrêter de bouffer des aliments transformés. Puisque dans les aliments transformés, on a non seulement des choix alimentaires, qui visiblement ne sont pas bons pour la planète, mais en plus de ça, il y a un emballage, parfois un suremballage, qui n'est pas bon pour la planète. Donc de manger brut, c'est mieux. Donc par exemple, des légumes que vous achetez, avec votre petit panier, vous y allez avec le vôtre, vous pesez machin chose, c'est toujours mieux que d'avoir, un emballage carton, puis un plastique, puis après un truc, sous vide et cetera, quoi. Typiquement, les viandes que vous achetez de marques très connues qui sont sous vide, puis emballées dans du carton et tout, vous avez, emballage, sur emballage, sur emballage, quoi. Alors tant mieux, peut-être que ça protège et que ça nous permet de pas avoir une bactérie à la con, mais ça pollue. Ensuite, au niveau de la santé, de la durabilité et tout ça, bien que l'identification d'alternatives saines, aux aliments à forte empreinte carbone n'était pas, l'intention de l'étude, le passage à des aliments à faible empreinte carbone a montré des améliorations considérables dans la santé, et des régimes alimentaires. Bon après, voilà, on s'en doutait un petit peu, mais il me semble quand même que ce qui permettrait aussi de réduire cette empreinte, c'est de moins manger. C'est-à-dire, est-ce que le surpoids reste un gros problème, au niveau, bilan carbone et tout ça, planète, santé de la planète, enfin, la surconsommation alimentaire qui conduit à du surpoids, hein, puisque le surpoids n'est qu'une c'est du stockage d'excès, hein, ça veut dire que la personne a trop mangé. On a beau dire ce qu'on veut, retourner la question dans tous les sens, alors les industriels vous diront pas que vous avez trop mangé, ils vous diront: «Vous n'avez pas fait assez de sport», puisque le sport, ils ne vendent pas, par contre, ils vendent la bouffe. Donc forcément, c'est mieux de dire que le coupable, c'est l'exercice physique. En fait, c'est les 2. C'est hypoactivité et hyperalimentation. C'est comme lors d'un divorce, c'est toujours la faute de l'autre, en gros. Mais bon bref, l'exercice, physique, alors c'est le deuxième sujet ça, comme élixir contre l'anxiété liée au vieillissement. Donc, attitude positive envers l'activité physique. Une attitude positive concernant l'activité physique peut être liée à une moindre anxiété liée au vieillissement. Donc les chercheurs ont analysé les résultats d'une enquête multi-États et ont constaté que le genre, l'âge, le statut marital et le revenu, influencent les perspectives sur l'exercice et le vieillissement. Alors depuis 2011, environ 10 000 personnes aux États-Unis atteignent l'âge de 65 ans chaque jour. La génération des baby-boomers est née avant 1946 constitue le groupe d'âge à la croissance la plus rapide du pays, qui devrait dépasser le nombre d'enfants, d'ici 2035. Donc, Sarah Francis de l'Iowa State University souligne l'importance de soutenir les comportements, favorisant la santé et de se concentrer sur la prévention plutôt que sur le traitement des maladies chroniques. En gros, ça c'est quoi? C'est de ne pas attendre d'être malade, très malade, voire, aux portes de la mort
pour prendre soin de sa santé, en fait. Et vous savez quand je crois que c'est dans les populations, asiatiques, ils ont pas la même philosophie de la santé que nous. C'est-à-dire que par exemple, la médecine chinoise est plutôt réputée comme une médecine préventive. Une médecine préventive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une médecine, une approche, heu, médicale ou paramédicale ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui a pour but de maintenir un individu en bonne forme. Après, dans le monde, occidental comme dans lequel nous vivons nous aujourd'hui, enfin ceux qui m'écoutent depuis la France ou tout pays, appartenant on va dire à l'Occident, on utilise la médecine pour répondre à des maux aigus. Par exemple, le problème de dents, on a une douleur, là ou ici, un rhume, une grippe, enfin bon bref, voilà. Et c'est vrai que de maintenir sa forme, c'est une des meilleures armes pour justement, bien vieillir et ralentir ou en tout cas prévenir les maladies chroniques, les maladies de civilisation, les maladies liées à l'âge et cetera. Donc, pour l'anxiété liée au vieillissement, ça comprend les peurs et les préoccupations concernant la perte d'autonomie, de relations, de changements physiques, psychologiques, le malaise ou le manque de plaisir à être entouré, de personnes, âgées et cetera. Donc une enquête, en ligne de 142 questions a été conçue pour comprendre comment l'anxiété liée à cet âge-là se rapporte à l'activité physique et à d'autres facteurs. Et au total, 1250 personnes de Washington DC et de 6 États ont répondu à l'enquête. Et les participants qui s'identifiaient comme afro-américains avaient un intérêt plus marqué pour les programmes liés à la santé, déjà. La peur de la perte est la plus grande anxiété liée au vieillissement, donc surtout chez les personnes à faible revenu et celles vivant seules. Les femmes âgées de 40 à 49 ans étaient plus préoccupées par les changements de leur apparence physique que leurs homologues masculins et les participants plus âgés. Bien que le taux d'activité physique soit plus faible par rapport aux répondants blancs, les participants afro-américains avaient globalement une attitude positive envers l'activité physique, en particulier les exercices de renforcement. Donc typiquement, on pourrait penser à la musculation. L'exercice, en particulier l'entraînement en force, aide les adultes plus âgés à conserver la masse osseuse et musculaire, à réduire le risque de démence et à conserver le contrôle moteur, donc globalement une autonomie, et pour résumer en un seul mot. Amélioration de l'accès à l'exercice, donc pour améliorer l'accès au sport, les chercheurs du projet multistatique visent à développer et tester un programme virtuel basé sur la communauté et diffusé via une extension incluant des activités physiques à domicile et une composante éducative pour encourager une alimentation saine et riche en protéines. Attention, danger, protéines, mais non, en fait, c'est pourquoi? Pour gagner du muscle et rester le plus longtemps sur ses guiboles, plutôt que d'être rapidement incapable de se lever. Donc on voit que là, vous savez, souvent on parle d'anxiété liée au sport, c'est bien de faire du sport, ça réduit l'anxiété et tout. Par un mécanisme en fait, chimique de l'exercice, donc le sport, en faisant du sport, vos muscles vont produire des substances qui vont se révéler bénéfiques pour votre santé mentale. Premier point. Deuxième point, le fait de vous être rendu à votre séance de sport va être bénéfique pour votre santé mentale parce que l'estime de soi va augmenter. C'est-à-dire que vous avez été capable de vous motiver à pratiquer du sport, donc vous êtes une personne courageuse, etc., avec de la volonté. Donc votre image mentale de vous-même, votre représentation de vous-même va augmenter, votre estime de vous-même va augmenter. Donc c'est bon pour la santé mentale. Et à terme, de faire du sport, évidemment, comme on le lit ici, ça vous permet d'être plus autonome, plus confiant envers la vie et les difficultés, donc une meilleure santé mentale également. Donc on voit que le sport, au niveau immédiat, au niveau, enfin court, moyen, long terme, c'est bon pour la santé mentale. Et enfin, je veux dire aujourd'hui, on a tous, je pense, besoin d'entretenir, de chouchouter, vraiment de dorloter sa santé mentale, parce que, enfin, je sais pas si vous allumez la télé ou même maintenant YouTube, qui s'appelle la nouvelle télé, hein, puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais
YouTube aujourd'hui, c'est vous avez de l'actualité, en permanence, du débat, du conflit. D'ailleurs, ces vignettes, commencent à me sortir par les yeux, où vous avez toujours 2 personnes opposées, où ils font une espèce de capture d'écran, où il y a la bouche légèrement ouverte, ou comme s'ils étaient en train un peu de se fâcher, et c'est ça qui attire l'œil. C'est en train de me donner la nausée, de me faire germer, de me dire: «Mais ils pensent qu'on est tous cons pour pas comprendre», enfin bon bref. Heu et je lisais d'ailleurs un livre, sur la mort du journalisme, heu, parce qu'ils n'ont pas su prendre le virage en fait d'internet, et qu'aujourd'hui ils nous ressortent les stratégies qui sortaient auparavant de manière très ponctuelle parce qu'ils avaient une petite baisse d'audience. Ils allaient sortir, un truc, «Ouh là là, une tempête arrive, on va tous mourir», ou «Ouh là là, une petite grippe arrive, est-ce que c'est la fin de tous nos vieux?» machin. Et aujourd'hui, c'est au quotidien. Tout le temps, 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 parce que sans ça, en fait, leurs chiffres sont tellement désastreux, que les publicistes, enfin, je ne sais pas si on dit les publicistes, mais en tout cas ceux qui payent pour mettre de la publicité, disent: «Écoute Coco, toi ton audience elle est pourrie, tu me ramènes pas de monde sur YouTube. Par contre, les jeunes ils me demandent moins cher et ils font plus de vues». Donc, enfin les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs. Et beh, ça conduit à ça, et au début, on aurait pu se dire: «Beh, la télé, c'est mort et YouTube, c'est cool parce qu'il y a des trucs intéressants», sauf que YouTube se télévisise, si j'ai envie de dire les choses, en fait, maintenant, les youtubeurs veulent se prendre pour des journalistes, des comment dire? Des présentateurs de télé, ils veulent être, voilà, comme, et ils utilisent les mêmes méthodes. Donc en fait, ça devient la même merde, quoi, et c'est dommage parce que, je moi, j'aimais bien l'époque où, enfin l'époque, c'était il y a quelques années à peine, hein, où on pouvait encore trouver des conférences sympas, et cetera. Bon, il y en a encore, hein, je dis pas, mais elles sont tellement, sous des montagnes et des montagnes de linge de mauvais contenu, que c'est beaucoup plus difficile de les trouver. Surtout que l'algorithme de recherche sur YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous tapez un truc dans la barre de recherche, alors ils vont vous mettre 10 résultats qui sont à peu près en lien avec ce que vous avez tapé, et beaucoup après des trucs qui vous suggèrent, mais on s'en fout de ce que j'ai envie d'avoir, que des contenus, qui en lien avec ma requête. Et alors qu'avant, on avait beaucoup plus de résultats, il y avait des pages et des pages et des pages de résultats qui comportaient au moins les mots-clés qu'on venait d'inscrire. Aujourd'hui, il y a moins de résultats alors qu'il y a plus d'ancienneté sur YouTube, donc potentiellement plus de contenu. Donc ça me paraît, bizarre, mais bon, je suis toujours très naïf, s'ils font comme ça, c'est que ça marche mieux comme ça pour les vues, les pubs et tout, ils en ont rien à foutre d'avoir un contenu pertinent, c'est fini. Quand la sueur renforce l'immunité. Alors, donc d'où vient cette étude? Donc la connexion entre l'exercice physique et l'inflammation a été un sujet d'intérêt depuis une étude début du XXe siècle, montrant une augmentation des globules blancs dans le sang des coureurs du marathon de Boston après la course. Donc c'est de là, en fait, quand vous entendez: «Ouais, le sport, c'est bon pour l'immunité» et cetera, les connexions, en fait, entre ça et ça, entre le sport et l'immunité et l'inflammation, pardon, ça a été, c'est sur des marathoniens, de Boston, bah, durant le marathon de Boston, où ils ont vu des modifications des globules blancs, post-effort. Donc une étude, par contre, de la Harvard Medical School elle a suggéré que les effets bénéfiques de l'exercice pourraient être en partie dus au système immunitaire, et que l'inflammation musculaire causée par l'effort mobilise les cellules T régulatrices, donc les Tregs, qui améliorent la capacité des muscles à utiliser l'énergie comme carburant et augmenter l'endurance globale à l'exercice. Donc le rôle des Tregs, longtemps connus pour leur rôle dans la lutte contre l'inflammation liée aux maladies auto-immunes, les Tregs apparaissent également comme des acteurs clés dans la réponse immunitaire du corps pendant l'exercice. Et quelles sont les implications pour la santé? Donc les Tregs non seulement réduisent l'inflammation induite par l'exercice et les dommages musculaires, mais modifient également le métabolisme musculaire et la performance musculaire, surtout chez les sujets qui s'exercent régulièrement. Donc interféron, l'antagoniste, les analyses ont révélé que l'interféron agit directement sur les fibres musculaires pour altérer la fonction mitochondriale et limiter la production d'énergie. Bloquer l'interféron a prévenu les anomalies métaboliques et amélioré la condition physique aérobie chez les souris dépourvues de TREGS. Donc les perspectives futures pour les recherches, c'est que bien que les souris, ils disent, hein, ne soient pas des humains et que les résultats doivent être répliqués dans d'autres études, ces recherches, font étape
importante vers la compréhension des changements cellulaires et moléculaires qui se produisent pendant l'exercice et confèrent des avantages pour la santé. Donc c'est vrai que là, on rentre, je voulais en parler parce qu'on rentre dans une période où l'immunité va être mise à rude épreuve par le froid, le fait qu'on va être confiné dans les intérieurs des appartements, maisons et des entreprises. C'est ça en fait hein, qui fait, qui en partie, qui participe à la contagion de l'hiver et des périodes froides. C'est qu'en fait, on aère moins, on est moins dehors, on est plus dedans, donc on est plus entre nous, etc. C'est une des raisons, c'est pas la seule raison, c'est une des raisons. Et bah, c'est vrai que bah, quand vous avez votre système immunitaire qui va être soumis à un régime un peu plus élevé, bah, c'est bien d'en prendre soin, c'est bien de l'entretenir, et le sport participe à ça. Euh, je sais que dès que je parle un petit peu à des personnes qui pratiquent de manière cohérente, régulière, le sport et également qui font attention à ce qu'elles mangent, ces personnes-là me disent toutes: «Oh bah, je vais beaucoup moins chez le médecin» ou «Mon médecin, il m'a pas vu depuis X temps» et cetera, et en fait, ils se rendent compte que les seules fois où ils vont chez le médecin, c'est pour faire leur petit bilan annuel, leur prescription, de prise de sang, pour aller regarder si tout se passe bien dans la bécane, quoi. Mais sinon, hormis ça, ils sont très, 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 très peu souvent malades, et quand ils sont malades, ils ont un truc, qui va enfin comme tout le monde quoi, une grippe, enfin tout le monde non d'ailleurs, parce que je crois que moi la dernière grippe que j'ai eue, la grippe, la vraie, hein, celle qui vous sèche, je touche du bois parce que je elle m'avait bien séché, mais c'était 2013-2014 ou 2015, je sais plus, mais bon ça commence à dater un petit peu quoi. Après j'ai eu le covid comme tout le monde, mais enfin comme tout le monde, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu le covid en 2021, je crois, enfin la dernière vaguelette qu'il y a eu. La vaguelette, où on en parlait encore tous les jours. Mais sinon, voilà. Et bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie, mais pour dire que le c'est vrai qu'avant de faire du sport, et pourtant j'étais plus jeune, puisque maintenant ça commence à faire, j'ai dépassé largement la décennie d'entraînement, puisque j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 17 ans, j'ai fait une petite pause de 2 ans quand je suis parti m'installer à Toulouse, donc j'ai fait 17 à 19 ans de la muscu. De 19 à 21, j'ai trop rien fait et j'ai repris à 21. Enfin, j'ai trop rien fait. Je m'entraînais, mais une fois par mois peut-être, enfin voilà, c'était vraiment très irrégulier. C'est là où j'ai pris tout mon surpoids, installation dans la vie d'adulte, appartement, travail, voilà, et puis je sais pas pourquoi, abandon de l'entraînement. Pourtant j'aimais ça, mais je sais pas, je devais me dire que ça allait rester toute la vie. On a besoin de faire ces erreurs-là, hein. On a gagné un peu de muscle, on pense que ça va rester toute la vie, sauf que ça s'est rapidement, heu, le muscle a rapidement cédé la place à un paquet de tissus adipeux, disgracieux, quoi. Et à cette période-là, je peux vous garantir que j'avais beaucoup plus, de «problèmes» entre guillemets de santé, c'est-à-dire mal de bide et cetera. J'allais plus souvent chez le médecin d'ailleurs, alors que j'étais plus jeune qu'aujourd'hui où j'ai des années et des années, plus d'une décennie de plus, et pourtant je suis moins souvent malade. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose dans le mode de vie qui y joue, et qui, malgré l'âge, malgré les années qui passent, a tendance à rester quand même assez, hem, utile comme approche. Donc c'est pour ça ce podcast aura été quand même assez concentré autour de la santé grâce au sport, grâce au mode de vie, et je trouvais que c'était un podcast à faire dans cette, dans la période dans laquelle on rentre là. D'ailleurs, c'est bientôt la fin malheureusement. Et on a encore jusqu'au, je crois que c'est jusqu'au 25 novembre, les belles couleurs sur les arbres, et cetera. Mais après, on va rentrer dans le dur avec le gel et tout. Donc c'est pour ça. Prenez soin de vous, faites du sport. C'est pas le moment d'arrêter le sport. Beaucoup de personnes arrêtent le sport d'ailleurs durant l'hiver, ce qui est la pire des choses à faire. Euh, alors c'est sûr, n'allez pas courir, vous glacer les poumons tout de suite, couvrez-vous la gorge, etc. Allez-y à petite dose. C'est pour ça, si vous courez pas en extérieur actuellement, mettez-vous-y, faites du cardio dehors, respirez un peu d'air un peu plus frais en ce moment,
plutôt que d'attendre et de s'y mettre quand il va geler et là, ça va être, c'est sûr, vous allez vous taper des troubles, comment on appelle? Respiratoires, durant l'hiver si vous faites ça, quoi. Donc habituez-vous aujourd'hui quand la température est pas encore négative. Voilà. Bon, pour rappel, cette fameuse diète cétogène, est-ce la meilleure en musculation? Eh ben, la réponse, c'est dans les notes de ce podcast. Vous avez de quoi faire, vous avez un PDF, vous avez une vidéo à vous foutre dans les oreilles, pour votre cardio, pour votre ménage, je sais pas quoi, ou en scred au travail. Et puis, sinon, on se retrouve, bah, de l'autre côté, pour ceux qui ont envie de continuer avec moi, ou sinon sur un autre épisode si vous avez du retard. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, ben voilà, d'un mode de vie sain, etc., c'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont voilà, sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.